Je vais faire semblant d'entrer dans le jeu des questions. D'abord, je voudrais dire tout l'intérêt qu'il y a à entendre des analyses techniques précises qui montrent la crédibilité des plans B possibles. Je brûlerai d'envie de donner mon mot sur le sujet, je le mets de côté. Je voudrais lever une ambiguïté avec quelques-uns de ceux qui sont ici et qui sont des témoins et des participants d'un débat qui a de toute façon lieu dans toute l'Europe et dont je pense que cette conférence permanente du plan B va devenir maintenant le lieu. Je voudrais réintroduire les paramètres cachés. Vous avez exposé des réponses techniques. Je voudrais introduire ces paramètres cachés. Le premier, c'est le niveau d'action populaire. Aucun plan n'est possible s'il n'est porté par un haut niveau d'action populaire. De quelle manière le niveau d'action populaire peut-il être à bonne altitude ? Il faut pour cela que les larges masses comprennent quels sont les enjeux. Et elles le comprennent à propos de leurs propres intérêts et de la contradiction entre leurs intérêts et les politiques suivies. C'est pourquoi je dis que ça n'a pas d'intérêt de surgir sur la scène en disant purement et simplement nous allons sortir de l'euro, parce que cela revient à fétichiser la question de l'euro sans permettre d'en comprendre le mécanisme diabolique d'aliénation des peuples. Il est intéressant de montrer une part de bonne volonté qui se heurte à la mauvaise volonté et à l'hostilité de ceux à qui l'on s'adresse. Et alors, les peuples sont conduits à se demander d'où vient cette mauvaise volonté, d'où vient ce refus. C'est pourquoi nous parlons souvent de plan A, et cela ne signifie pas que nous avons des illusions sur ce sujet, mais, deuxième paramètre caché, après le niveau d'intervention populaire, arrive le paramètre de la préparation des dirigeants politiques. L'histoire est faite par des êtres humains, pas par des machines, ni par la mise en œuvre mécanique de théories. C'est un être humain qui s'assoit en face des autres pour négocier. Et s'il n'a en lui aucune pratique de la négociation, aucune foi dans le rapport de force, aucune confiance en lui-même, aucune volonté de s'appuyer sur le mouvement de son peuple, alors il est perdu. Et il finit comme un petit garçon. Après avoir discuté pendant 18 heures avec 17 personnes qui veulent vous couper la gorge, comme l'a fait Tsipras. Moi, je serais parti au bout d'une heure, avec un sourire aux lèvres, et j'aurais dit « Je suis désolé, je voudrais payer, je voudrais bien payer, mais je ne peux pas, alors je m'en vais. Ou trouvez-moi une autre solution. » Et à l'instant où je serais sorti de la salle, on aurait entendu un énorme bruit. Cling, 40 milliards à payer par les Français. Cling, 60 milliards à payer par les Allemands. C'est le mécanisme européen de stabilité financière. Ces gens-là auraient couru jusque dans la rue pour me rattraper et me ramener à la table de discussion et me lâcher une partie de ce que j'aurais à leur demander. La détermination politique des dirigeants n'est pas un critère à côté des autres. C'est le critère principal. Et le moyen pour eux d'être forts, c'est d'être appuyés sur le peuple, donc de pouvoir les consulter sans arrêt. J'ai cru que c'était ce qu'était en train de faire Tsipras quand il a fait le référendum. Je pense qu'il s'était donné une arme de conviction massive, qui était de dire « mon peuple ne veut pas de ça, donc je ne signe pas ». J'ai évoqué 3 éléments. Il y a dans ce qu'a dit Frédéric Lordon le 4e paramètre, que la gauche ne veut pas entendre, parce qu'elle est prisonnière d'un internationalisme abstrait. Et là, je souscris totalement à ce qu'a dit Frédéric Lordon. C'est une abstraction, un auto-empêchement que de refuser de se dire que les rapports de force passent par les nations. C'est un empêchement pour nous, les Français. Moi, je sais quel est mon argument principal comme président de la République. Nous devons 2000 milliards au reste de la Terre, dont 75% est dans de l'argent étranger. Personne ne peut tenir tête à quelqu'un qui vous annonce qu'il ne paiera pas. Personne ne peut le faire. Nous sommes forts de 2000 milliards de dettes, parce que nous pouvons décider de ne pas les payer. Et par conséquent, les gens seront obligés de discuter avec nous. Ça repose sur la puissance de la France. Nous sommes 18% de l'économie européenne. Donc nous avons une force à mettre sur la table. Et maintenant, je viens au dernier paramètre de l'internationalisme abstrait. Le problème, c'est l'Allemagne. C'est son gouvernement. Et comme je l'ai dit, je me suis fait traiter de germanophobe. Jusqu'à ce que, et en dépit du fait que mon camarade Oscar Lafontaine dise que ce que j'ai écrit dans le livre « Le hareng de Bismarck, c'est la vérité ». Peut-être que vous croirez plus facilement Frédéric Lordon que moi. Je dis c'est le gouvernement allemand parce qu'il est le bras armé du capital en Europe et de l'ordolibéralisme. Et que ça s'appuie sur des catégories sociales qui existent en chair et en os, qui sont les vieux retraités qui marchent par des systèmes de retraite par capitalisation.
vous ne pouvez rien changer si vous partez de l'idée que quand vous vous asseyez en face de M. Schauble, vous êtes en face d'un protagoniste rationnel et aimable qui est prêt à discuter avec vous d'une solution rationnelle. Parce que tout ce qui vient d'être décrit à cette tribune montre l'irrationalité fondamentale de ce mécanisme. Mais il n'est irrationnel que pour nous. Pour eux, il est parfaitement rationnel, puisqu'il leur permet le plus haut niveau de viabilité des retraites par capitalisation, et donc la viabilité des fonds de pension, blablabla, bla, 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 vous connaissez tout ça. Par conséquent, si on n'accepte pas l'idée que l'ordolibéralisme est la politique du gouvernement allemand et le verrou de la politique européenne, on ne peut rien faire de sensé. Il faut donc faire autre chose que les gentils garçons avec Mme Merkel et avec M. Schauble. Et il ne faut pas accepter des conditions de négociation qui sont humiliantes du point de vue d'un gouvernement qui devrait d'abord baisser les yeux sur certains sujets. Je pense en particulier à la dette résultant des vols et des pillages de la Grèce par les armées nazies. Cet argent est dû à la Grèce. Et deuxièmement, nous ne sommes pas prêts à nous laisser traiter de Club Med en Europe, comme le fait M. Schauble. Parce que le Club Med, c'est la France, deuxième puissance économique du continent. C'est l'Italie, troisième puissance économique du continent. C'est l'Espagne, quatrième puissance économique. C'est-à-dire tous les concurrents du capital allemand. Et nous n'avons pas à entrer dans ce jeu des compétitions entre les capitalistes qui se hiérarchisent entre eux. Ce n'est pas notre question. Je voulais vous dire que ces paramètres, à mes yeux, ont la même importance, parce que ce sont les paramètres de la mise en œuvre concrète d'une stratégie politique et économique. Tout ce que vous avez dit me conforte dans l'idée qu'on peut faire autrement. Car l'idéologie dominante, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la seule chose possible, c'est ce qu'on fait en ce moment, et sinon le reste, ce sont des délires. Ça me confirme, mais ça me renforce dans l'idée que tout est politique. Et que tout dépend en dernière analyse de la force du mouvement populaire qui va appuyer l'acte de résistance. Le plan B, ça doit être un plan qui part de la mobilisation populaire et finit par des consignes de mobilisation populaire, parce que sinon, à froid et à la table des négociations, on a perdu si on n'a pas ça comme renfort pour avoir une volonté intraitable de ne pas céder.